Bonsoir, Kao Mohamedou Touré. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du mouvement des Flammes, Force de libération africaine de Mauritanie. Oui. Et dans ce cadre-là, nous nous entretenons avec vous ici à la radio Kasataya dans le processus de votre redéploiement. Vous êtes sur un processus, comme je l'ai dit tantôt, de redéploiement au niveau de la Mauritanie après presque entre 20 et 30 ans d'exil. Comment appréhendez-vous et surtout comment organisez-vous ce processus de redéploiement en Mauritanie? Oui, bonsoir. Comme vous l'avez bien dit, que notre mouvement, les Forces de libération africaines de Mauritanie, ont décidé depuis le dernier congrès de se redéployer en Mauritanie pour continuer la lutte. Et la mise en œuvre du processus de redéploiement se poursuit selon le plan que nous avions déterminé et à notre rythme. Et comme vous l'avez suivi aussi, certains de nos camarades sont déjà rentrés, à commencer par la section Flamme Sénégal, oui, et qui a été suivi tout récemment par le départ du vice-président de Flamme, M. Sow Ibrahim Amifo, oui, et qui est sur le terrain et qui a été très accueilli. Et nous avons constaté depuis son arrivée un engouement total des populations qui sont apparemment très prêtes à accueillir les Flammes. Et depuis qu'il est en Mauritanie, ils ne sont pas. Ce sont des réunions, des rencontres avec les organisations politiques, les organisations de la société civile, des associations villageoises, des groupements féminins, oui, et des associations de jeunes. Au passage, oui. Oui, finissez. J'allais poser une seconde question par rapport à cela. Finissez juste. Donc, vous disiez? Non, c'est pour dire seulement que depuis qu'il est là, il rencontre tout le monde, aussi bien les hommes politiques, les membres de la société civile et des militants ou des citoyens ordinaires. Et quelle est en réalité, quelle est la finalité de ce retour des Flammes en Mauritanie? Qu'est-ce qui a changé pour que vous décidiez de rentrer aujourd'hui et pas plus tôt que la première frange qui sont rentrées des Flammes, à savoir Flamme Rénovation, ou même antérieurement avant? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de rentrer en ces périodes-là? Nous avons décidé, comme je l'avais dit, à l'époque, nous pensions en 2005, si vous parlez du congrès de Cincinnati, oui, nous pensions que les conditions n'étaient pas encore réunies à l'époque avec le CMJD, oui, qui avait pris le pouvoir. On avait des préalables, des conditions, oui, de notre retour qui étaient entre autres le retour des déportés, oui, et qui était entre autres le problème du passif humanitaire, oui, et la reconnaissance de certains problèmes. Donc oui, pour nous, il fallait des mesures de décrispation. Oui. Et vous savez qu'à l'époque, le CMJD que dirigeait Éric Mohamed Fall ne prenait pas en compte ces considérations, ce qui justifiait aussi... Mais tel a été le cas quand même avec la venue de Sidi, et vous n'êtes pas rentré avec Sidi ou Cheikh Abdallah, l'ancien président. Oui, c'est ça. Avec Sidi ou Cheikh Abdallah, tout a commencé. Donc il y avait des contacts, oui, qui nous a reçus. On a eu des contacts réguliers avec lui. Oui. Et malheureusement, nous avions déjà décidé le retour, mais il y a eu un coup d'état entre-temps. Donc oui, ce qui a retardé le retour, le redéploiement pendant le règne de Sidi ou Cheikh Abdallah. Alors, vous avez dit qu'il y avait des préalables qui étaient posés pour que vous puissiez rentrer et discuter sur le champ politique, et vous avez parlé de façon inéluctable, connaissant vos positions politiques aux Flammes, en tout cas la question du retour des réfugiés. Est-ce, par rapport à ce choix de retour, est-ce que cela veut dire que vous êtes satisfait des conditions dans lesquelles sont rentrés les réfugiés mauritaniens? Non, pas du tout. Sous l'ère du président Ould Abdelaziz, il faut le préciser, enclenché par Sidi Ould Cheikh Abdallah, mais quand même les premières vagues sont venues sous Mohamed Ould Abdelaziz. Oui, c'est avec Sidi Ould Cheikh Abdallah, comme tu l'as dit. Ce qui était important, c'est qu'à l'époque de Maouya Ould Ahmed Taya ou à l'époque de Elyr Mohamed Fall, les gens avaient refusé de reconnaître même la mauritanité de ces réfugiés, refusaient le retour de ces déportés. Oui. Donc il y a eu un pas déjà, la reconnaissance du retour organisé. Oui. Ce que le régime de Maouya a toujours
ou avait refusé, qui exigeait ce qu'on appelait à l'époque le moïto quota, c'est-à-dire le retour spontané, sans organisation. Et avec Sidi Ould Cheikh Abdoulaye, avec Abdelaziz, ils ont accepté ce retour. Mais même si nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur, que les réfugiés n'ont, au moins pour la plupart, la majorité, n'ont pas été rétablis dans tous leurs droits. Et certains qui ont toujours des problèmes, même tout récemment, il y a des problèmes à Djouli, ça ne fait même pas 2 semaines, à cause des problèmes de terre, de culture, et le problème aussi avec ce problème de recensement biométrique, beaucoup qui n'ont pas encore obtenu leur pièce d'état civil. C'est un problème, mais nous pensons qu'il faut continuer la lutte à l'intérieur. Du moment qu'on permet aujourd'hui les gens de rentrer chez eux, et maintenant il faut continuer la lutte à l'intérieur de la Mauritanie avec les populations qui étaient sur place pour obtenir les revendications. Beaucoup d'observateurs politiques, ou en tout cas de la scène politique mauritanienne, ont une réserve, ou en tout cas critiquent souvent les flammes en disant que vous avez enclenché ce processus de retard de façon très tardive et qu'il fallait le faire dès la chute de l'ancien président Maouya Ould Sid Ahmed Taya. Est-ce que vous, au bout de quelques années, vous vous êtes dit que peut-être c'était une erreur au sein des flammes de ne rentrer qu'en 2013, or vous auriez pu le faire depuis la chute de Maouya Ould Sid Ahmed Taya? Non, nous ne le pensons pas, parce qu'au sein des flammes, comme nous disons, nous prenons nos positions en toute indépendance. On analyse la situation selon les contextes. Et à l'époque, la majorité, le mouvement, dans son ensemble, après le congrès de Cincinnati, après des réflexions de la base et du congrès, les conditions n'étaient pas réunies. Donc, et les conditions, c'était, comme je viens d'évoquer, le retour de porter le problème du passif humanitaire, le problème de la question nationale, n'était pas abordé. Et maintenant, nous pensons qu'aujourd'hui, au moins, on peut, à l'époque, les gens n'avaient pas encore cette liberté d'expression comme nous le pensions. Et alors, aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons continuer la lutte à l'intérieur du pays. Bien, la lutte à l'intérieur du pays, on vous appelle Force de libération africaine de Mauritanie. Donc, quelle forme, en tout cas, prendra vos actions en Mauritanie? Est-ce que vous allez muter en parti politique? Est-ce que vous allez rester comme étant une organisation intellectuelle ou revendicatrice? Quelle sera, en tout cas, sur quelle forme vous allez rentrer en Mauritanie? L'avenir de l'organisation, tout dépendra de la réalité du terrain. Et pour le moment, nous allons rentrer en tant que flamme, en tant que mouvement de libération. Retour, nous allons contacter toutes les forces politiques qui partagent certaines valeurs ou certaines orientations, certaines idéologies par rapport à certaines questions qui nous tiennent à cœur, comme la question nationale. Nous allons essayer de faire un rassemblement, un pôle de toutes ces forces politiques. Et après, nous verrons, est-ce que ce sera dans un cadre, dans un parti politique ou dans un front de différents partis. Mais c'est le congrès aussi, le prochain congrès du mouvement qui sera tenu en option, qui déterminera ou qui aura le dernier mot. Exactement. À l'entente de votre réaction, vous avez parlé de tout dépend de la situation sur le terrain. Question automatiquement qui me vient à l'esprit, c'est par rapport, il y a beaucoup de gens qui ont des réserves, en tout cas sur la capacité des flammes à rassembler, du fait que certains considèrent, du fait de votre exil, que vous êtes coupé de la réalité politique mauritanienne et sociale et que vous êtes coupé en conséquence de vos bases. Est-ce que vous avez la même analyse ou vous considérez qu'il y a... Je pense que c'est ça que les gens se trompent. Les flammes étaient en exil, mais la base, nous n'avons jamais été coupés de la réalité du terrain. Ce que nous avons toujours posé, c'est des problèmes réels en Mauritanie. Quand nous parlons de racisme, ce n'est pas de l'imaginaire. Quand nous parlons de problèmes de terre, quand nous parlons de problèmes de discrimination dans l'armée, de l'éducation, de problèmes de langue nationale, ce sont des réalités. Quand nous parlons du passif humanitaire, de l'impunité, c'est une réalité. Au moment, le reste, nous étions à l'extérieur, c'est-à-dire la direction, mais plusieurs de nos militants étaient à l'intérieur. Ce ne sont pas tous les flammistes qui étaient en exil. Le mouvement était en exil, mais nos militants étaient encore sur le terrain. Peut-être certains militaient dans d'autres organisations. Et aujourd'hui, je vous l'assure que les flammes
flammes sont plus que jamais présentes et sont ancrées au sein des populations. Vous avez vu l'accueil, les premières réunions, les premières rencontres de notre président avec la base. Et encore avec le retour officiel, vous aurez la réalité, ce que les gens disaient, si nous étions vraiment loin du terrain ou si nous sommes vraiment coupés de notre base. Ça, l'avenir, vous le verrez. L'avenir nous le dira, mais juste avant que l'avenir nous le dise aussi, il y a une autre question qui nous vient à l'esprit, c'est par rapport, vous avez évoqué tout de suite la question nationale. Les flammes sont connus ou sont connus de par leur naissance et de par les actions politiques qu'ils ont menées comme étant les porte-étendards de la question nationale. Aujourd'hui, si vous aspirez à rentrer au pays et supposons que vous vous mettez en parti politique ou que vous rejoignez un parti politique, forcément, il y a une offre politique à donner. Au-delà de la question nationale, quelle est l'offre politique en matière de politique économique ou sociale que vous pouvez proposer? Il me semble que c'est un volet, si vous en avez, qui est méconnu par rapport à la question nationale, ou est-ce que vous restez sur la base de la question nationale? D'abord, comme nous l'avons dit, pour nous, d'abord, il y a certaines questions qui sont prioritaires. Oui. C'est la question nationale, que ce soit nos autres partenaires ou amis. Ce que nous mettons en priorité pour le moment, c'est le problème de l'avenir de la Mauritanie, c'est-à-dire les fondements même de l'État mauritanien. Oui. Il faut régler cette question et après, on discutera sur les autres questions, sur les questions de projet, comme on dit, social, économique. Mais pour nous, d'abord, c'est l'existence de la Mauritanie et l'existence des citoyens négro-africains en tant que Mauritaniens à part entière. Il faut régler cette question de citoyenneté d'abord avant d'aborder les autres questions que nous considérons peut-être secondaires. Donc, malgré le temps qui s'est passé entre le manifeste jusqu'à aujourd'hui que vous avez publié, vous restez sur la même position et que vous considérez qu'il n'y a pas eu d'évolution sur la question nationale et qu'il faille régler. Jusqu'à présent, nous pensons que le problème de citoyenneté, le problème que nous appelons le racisme d'État est toujours actuel en Mauritanie, malgré 50 ans d'existence, malgré 500 ans d'indépendance de notre pays. Donc, c'est ça ce que nous avons commencé à l'intérieur. Nous allons continuer cette lutte. Et aujourd'hui, hier, ce qui est important, c'est qu'hier en Mauritanie, cette question était niée. Oui. Mais aujourd'hui, presque tous les partis politiques reconnaissent que c'est un problème. Oui. Et alors, si c'est un problème, donc les gens doivent avoir le courage de discuter et d'aborder et de trouver une solution juste à la question nationale. Pour nous, c'est la priorité avant toute autre considération. C'est la question nationale. Monsieur Kaoutouré, autre question par rapport à la question nationale. Vous savez, dans le cadre en tout cas de des propositions que souvent les flammes ont eu à tenir, ou en tout cas le discours qu'ils ont eu à tenir, c'est à savoir que s'il y a un défaut ou une incapacité de cohabiter et de vivre ensemble, il y avait cette possibilité que vous avez toujours entrouverte, à savoir la scission du pays en deux parties. Est-ce que dans le cadre de votre retour, cette approche-là, ou en tout cas ce projet politique, vous partez avec, ou vous êtes assis sur cette proposition-là? Non, les flammes n'ont jamais parlé de scission en Mauritanie. Alors, vous avez parlé de quoi plutôt? On parlait toujours de... Il faut savoir, les mots ont leur sens. Oui. Nous avons parlé d'autonomie. D'autonomie, c'est-à-dire dans le cadre d'une décentralisation. Et ensuite, c'est une proposition, parce que nous avons, comme nous l'avons dit, nous ne venons pas avec des solutions pour faire pour dire ce n'est pas nécessaire. Pourquoi les flammes, on a toujours privilégié, comme on a ce qu'on appelle le dialogue, un débat national. C'était l'appel des manifestes négro-mauritaniens. Nous allons venir, il faut que les gens, que les flammistes et les autres Mauritaniens, on s'assied autour de table et chacun apportera sa solution. Oui. Et nous avons une solution, nous pensons par rapport à cette question, il faut une décentralisation qui ne veut pas dire l'autonomie, qui ne veut pas dire l'indépendance. C'est-à-dire on va donner au moins aux régions une certaine autonomie d'action par rapport à la gestion de leur cité, à la gestion de leur zone. Alors, c'est ça ce que nous entendons. Donc une autonomie, ce qui veut dire une décentralisation poussée. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous faites une analyse de la notion même de décentralisation en Mauritanie, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Vous voyez le maire de Nouakchott
Nouakchott qui est souvent en train, je parle du président de la communauté urbaine de Nouakchott plutôt, Ahmed Hamza, qui est toujours en train d'avoir des problèmes, en tout cas avec le pouvoir, en disant que voilà, la notion de démocratie, de décentralisation n'est pas respectée. Est-ce que c'est pas trop demandé, vous qui veulent aller au-delà de cette décentralisation simple, mais une décentralisation très poussée avec une certaine forme d'autonomie régionale? Bien sûr, tout cela ne pourra se faire sans une certaine volonté politique. Il ne s'agit pas seulement d'adopter les textes, mais il faut qu'il y ait que cette orientation politique soit accompagnée par une certaine volonté des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'après ce débat, donc, on va retourner vers une nouvelle page de réconciliation entre Mauritaniens. C'est à partir de là que nous misons sur cette Mauritanie réconciliée, partir sur de nouvelles bases. Mais si c'est seulement avec l'esprit actuel, avec la nouvelle politique, c'est évident qu'il y aura toujours des problèmes, des entraves à la réalisation de cette autonomie. Bien, revenons maintenant sur le cas du redéploiement. On a bien compris en tout cas votre position sur la question de l'autonomie, ou ce que certains appellent, peuvent considérer abusivement peut-être scission, mais en tout cas ce que vous appelez vous autonomie. Revenons sur la question du redéploiement. Est-ce qu'aujourd'hui les Flammes, de par son organisation structurelle et financière, ont les moyens financiers et humains de se redéployer à Nouakchott, et est-ce que en Mauritanie en général, est-ce que vous serez partant pour rentrer en Mauritanie? Si nous avons pris du temps pour rentrer, c'est parce qu'il fallait préparer toutes les conditions, c'est-à-dire conditions matérielles, les moyens financiers pour se prendre en charge, parce que ceux qui vont rentrer, c'est pour lutter. Donc nous savons aujourd'hui la réalité du terrain qu'on ne peut pas lutter efficacement sans certains moyens. Et c'est pourquoi depuis le dernier congrès, depuis 2 ans, le mouvement, aussi bien dans les structures, à l'intérieur, à l'extérieur, tout se prépare pour que ce redéploiement soit une réussite. Donc, ce qui veut dire que nous sommes préparés et certains vont partir pour combattre à l'intérieur et seront pris en charge par le mouvement. Combattre à l'intérieur, on parle bien de combattre politiquement, parce que souvent les gens... Oui, bien sûr. J'aimerais bien que ça soit clair, combattre à l'intérieur. Bien sûr, lutter. Pour le moment, nous allons lutter dans le cadre pacifique, dans le cadre politique. Donc pour le moment, on lutte dans le cadre pacifique, et pour après? Et bon, c'est l'évolution de la situation qui déterminera. Alors, est-ce que le président... qui déterminera quelle action plus efficace pour régler les questions. Mais pour le moment, nous privilégions le dialogue et la lutte politique pacifique. Alors, dialogue et lutte politique, est-ce que les Mauritaniens verront sous peu peut-être le président Samba Thiam en Mauritanie? Inch'Allah, dans quelques mois, vous aurez le président Samba Thiam et sa délégation et plusieurs cadres de l'organisation en Mauritanie. Ça, je vous le confirme. Bien. En attendant en tout cas la venue de M. Samba Thiam et autres, vous êtes en train de nouer des contacts, en tout cas au niveau de Nouakchott. Vous avez rencontré bon nombre de partis politiques. Souvent, il y a quelque chose qui ressort. On parle de peut-être ceux qu'on peut considérer comme étant vos alliés naturels. J'aimerais déjà comprendre qu'est-ce qu'on entend par alliés naturels. Et souvent, quand on les cite, on cite le PLEJ, le Parti pour la liberté, l'égalité et la justice du doyen Mamadou Alassane. Et puis vous avez de l'autre côté Ibrahima Makhtar Sarr, qui peut-être était un de vos anciens compagnons. Est-ce que eux, ce sont vos alliés naturels, et est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec ces différents partis-là? Oui, quand nous disons alliés naturels, c'est-à-dire c'est des gens avec qui nous partageons, comme on dit, certaines orientations politiques et la vision de la Mauritanie de demain. Et comme vous l'avez bien dit, ces partis comme AJD, comme le PLEJ de Mamadou Alassane et même IRA, nous partageons beaucoup de choses par rapport à la question, surtout question nationale. Donc ce sont nos alliés naturels et évidemment nous allons travailler avec ces partis
en premier. Et c'est eux encore qu'on a contacté en premier lors de la venue du vice-président. Alors, dans le cadre de cette rencontre-là, parce que vous me faites faire une transition, en tout cas engager une question que je n'étais pas prêt d'engager. Merci, vous avez parlé dans ce que vous appelez vos alliés naturels, vous avez parlé de l'IRA. Vous n'êtes pas sans méconnaître, en tout cas, la dernière sortie du président de l'IRA, Biram Daabeid, sur les ondes même de la radio Kassataya, en vous parlant que, à la suite de la rencontre que vous avez eue avec le président de la République, le président Ould Abdelaziz, que vous êtes une branche politique du système et que vous avez, moi je cite, vous avez basculé dans la soumission totale vis-à-vis du pouvoir politique à Nouakchott. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? Si c'est votre allié qui le dit, c'est qu'en tout cas, les relations devraient être un peu distendues quand même. Bien sûr. Nous sommes quelque peu surpris par cette attaque malveillante, maladroite, irresponsable, et ce jugement infondé qu'il a formulé à l'endroit de notre mouvement. Et je proteste et condamne vivement cette sortie qui indexe les flammes comme une branche politique du système. Nous ne savons pas exactement ses motivations profondes, mais nous pensons qu'un mouvement qui se prend au sérieux se doit d'éviter d'accuser des mouvements frères avec lesquels il partage beaucoup sur la base de simples spéculations et échafaudages théoriques qui n'ont rien à voir avec la réalité. D'autant, comme on dit, ce tir ami viole le protocole de Washington signé par les deux mouvements en octobre. Donc vous avez signé un protocole avec IRA? Oui, avec Biram, qui nous imposait tous les deux un certain code de conduite dans nos relations de partenariat. Certes, Biram n'est pas à sa première pique. Malgré son passé de collaborateur de Taya, qui est l'instigateur et l'auteur du génocide qu'il dénonce partout. Alors, quand vous dites qu'il est, malgré qu'il soit un collaborateur de Taya aussi, là, vous rendez en tout cas la monnaie, ou en tout cas vous répondez à Biram et que c'est une accusation. Attendez, que je termine d'abord. Malgré ce pour dire, on a travaillé avec lui pour faire avancer la cause. Il a adhéré au PRDS. Si on adhère dans un parti, c'est qu'on épouse son idéologie. Et on sait très bien, à ma connaissance, le PRDS n'était pas un parti anti-esclavagiste, encore moins contre le racisme. Mais nous l'avons accepté malgré son passé de collaborateur avec le système mauritanien ou le système d'apartheid en Mauritanie. Donc, cela nous a... donc direz-vous qu'aujourd'hui, donc, cette relation amicale, ou en tout cas ce protocole de Washington que vous venez de me citer, on peut le mettre aux oubliettes alors? Cela ne nous a pas empêché de travailler avec lui, de consentir des efforts, de le soutenir financièrement et politiquement à chaque fois qu'il a se trouvé dans le besoin. Et je peux peut-être donner quelques rappels, quelques faits. Et pendant sa première arrestation, alors qu'il s'était attaqué au commissariat de police, nous lui avons soutenu, fait des gestes à l'endroit de sa famille et celle de ses co-détenus. Et chaque fois qu'il venait en Europe, aux États-Unis, nous avions mis nos réseaux et militants à sa disposition. Nous l'avons hébergé au pèlerinage d'Inal. Et tout le monde sait que l'idée venait même des flammes. Mais nous n'avons jamais voulu discuter de la paternité. Nous l'avons soutenu, apporté la contribution la plus importante pendant ce pèlerinage. Et malgré tout. Et ensuite, même pendant sa dernière arrestation, après l'incinération du livre, nous avons été parmi les rares mouvements qui ne l'ont pas condamné et qui l'ont soutenu dans l'épreuve ouvertement. Les flammes même publieront une déclaration de condamnation des plus fermes de l'arbitraire de son arrestation. Alors, M. Kaou Touré, en tant que porte-parole du mouvement des flammes, on comprend un peu votre amertume en tout cas. Est-ce que cela veut dire que... Mais permettez-moi quand même de revenir sur certaines choses parce que c'est des accusations que je trouve très graves. Il faut me permettre de revenir sur ces relations. Bien sûr. Nous et après, donc, ce que nous avons fait pour maintenir les bonnes relations entre nos deux organisations.
Oui. Donc, nous nous comprenons. Donc, est-ce que cela veut dire aujourd'hui, certains considèrent que entre guillemets, que c'est peut-être de bonne guerre et que aussi bien les Flammes qu'IRA sont en train de se positionner par rapport à des questions d'échéance politique. Il y a un parti qui est aujourd'hui adossé à l'IRA. Par rapport à ça, mais permettez-moi encore de continuer. Oui. Nous ne comprenons pas ces leaders qui font sans discernement sur ses adversaires et sur ses alliés naturels. Et cette politique qui brique à braque, c'est de l'amateurisme politique, sans ligne définie ni stratégie claire. Et c'est Grisali même d'être comparé à Mandela pour avoir fait la prison. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut par rapport à votre entretien avec Biram, oui. Et vous avez dit, il nous a accusés. Parce que je veux revenir sur ces points. D'abord, il a avancé l'argument de sécurité que nous avons demandé à Aziz. Oui. Et les flammes, je rappelle que les flammes sont non pilotables, maîtresses de leur stratégie, et elles décident seules, sans demander l'avis de personne. Nous l'avons fait par stratégie, que nous ne sommes pas tenus d'expliquer à qui que ce soit. Oui, mais juste sur ce point-là, certains observateurs de la scène politique nationale ont considéré que c'était une erreur pour les Flammes d'avoir pas rencontré le président de la République, mais de l'avoir rencontré en premier lieu avant de rencontrer les partis d'opposition ou les alliés naturels. Justement, c'est faux. D'abord, avant de venir, de rencontrer Aziz, oui. Nous avons d'abord, la première rencontre, c'est avec nos militants d'abord, oui. Les militants des forces de libération africaines. Oui. Et ensuite, nous avons contacté les partis politiques de l'intérieur, que ce soit l'IRA, en premier, les gens Biram Da'abé dit que vous ne l'avez pas rencontré. C'est pourquoi j'étais surpris. Parce que le vice-président des Flammes, M. Ibrahim Mifo, est venu à Nouakchott le 13 avril. Oui. Le 15 avril, il a rencontré le secrétaire national aux relations extérieures de l'Iran, M. Balatouré. Oui. Balatouré. Oui. À présent, je dis aussi du secrétaire général de l'HDMR, Maudit Sissi. Oui. Nous lui avons fait part de notre disponibilité à discuter, à rencontrer pour parler de notre retour. Oui. Et ensuite, le 19 avril, Ibrahim Amifo a eu M. Biramoul Abeid au téléphone. Ils se sont convenus d'une rencontre. Mais entre-temps, Biram est parti sans nous avertir. Oui. Donc, si, comme il le dit, que nous avons reçu des consignes, oui. On n'allait pas le contacter, ni contacter son parti. Ce qui veut dire que ces accusations sont légères et non fondées parce que nous avons des témoins. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre exactement les motivations de sa sortie. Bien, M. Kautouré, on vous a en tout cas bien entendu sur ce point et je sais que peut-être certains ne manqueraient pas de répondre, en tout cas de votre réponse aussi sur ce point-là. C'était juste un point parmi tant d'autres qu'on devait traiter ce soir. Autre question. Oui, c'est ça quoi. Je dois revenir, mais je n'ai pas encore terminé. Bien, on reviendra peut-être là-dessus. Juste autre question par rapport. Quels sont aujourd'hui les rapports que vous avez avec Ibrahima Makhtar Sarr, par exemple, qui a été rejoint, le président de l'AJDMR, qui a été rejoint en tout cas par certains de vos anciens amis du Flamme. Quels sont vos rapports et est-ce que vous travaillez en étroite collaboration? Ibrahima Sarr même l'a répondu lors de son interview. Les relations sont saines et bonnes actuellement entre les Flammes et l'AJDMR et il y a des contacts, le vice-président l'a contacté et je pense très bien que nous allons travailler ensemble. Donc il n'y a aucun problème pour le moment entre les Flammes et l'AJDMR, comme avec le PLEJ, comme avec les autres partis politiques que nous avons rencontrés maintenant en Nouakchott. Bien. Alors, donc, juste une dernière question aujourd'hui. Quand vous rentrez bientôt, vous nous avez dit bientôt, on verra le président Samba Thiam. C'est de là que vous allez décider, en tout cas, si vous vous transformez en parti politique, si vous rejoignez un parti ou ce que vous allez faire. Est-ce que vous serez potentiellement, en tout cas, est-ce que vous allez prendre part aux prochaines échéances électorales, que ce soit à travers les Flammes ou à travers une autre organisation politique?
Mais d'abord, permettez-moi, avant de finir l'interview, de revenir encore par rapport à certaines accusations de M. Biram Daoul Abeid. Je veux encore que cela soit clair, parce que, surtout par rapport à certains points qu'il a soulevés. Oui. Et surtout par rapport à la sécurité que nous avons vu Aziz, mais sans rien demander ni négocier avec Aziz. Les gens vont vite en personne. Mais si un jour nous décidons de le faire, nous seuls le déciderons en toute indépendance, sans consulter personne. Par ailleurs, de tout ce que nous avons dit à Aziz, on ne retient que l'aspect sécurité. On a fait sur 100 choses dites. On a parlé de la question nationale, de problèmes de passif humanitaire, de problèmes de terre, de problèmes de déportés. Oui. Et maintenant, on veut mettre ça sur le compte de la peur ou de la poltronnerie, en disant que d'autres se battent sur le terrain sans demander d'avis. C'est méconnaître notre passé. Alors, c'est méconnaître notre passé militant. Et je l'ai dit, parce qu'un homme courageux ne tourne pas en poltron en quelques heures. Et puis il fallait attendre de voir la suite de notre comportement pour juger définitivement les flammes. Pour cela, on laisse entendre que les flammes auraient peur. Notre passé guerrier rend ces arguments légers. Où étaient-ils ces courageux bons hommes quand nous battions la campagne, quand nous élevions de la voix pendant les années de plomb, sous le régime militaire dur et pire, quand on nous tuait, on massacrait, on tuait certains à petit feu dans les prisons. Il vous restera moins de 45 secondes. Oui. Oui. Où est-ce qu'ils étaient à l'époque? En tout cas, voilà, la question où est-ce qu'ils étaient à l'époque, je crois que chacun aura en tout cas le courage ou bien en tout cas la volonté de répondre à ces questions que vous venez de les poser. Ce qu'on peut dire, c'est que le retour des flammes ne laisse pas indifférents aussi bien les différents mouvements politiques qu'organisations de la société civile. Monsieur Kao Touré, en tout cas, nous vous remercions d'avoir en tout cas consenti un peu de votre temps pour répondre aux questions de Kassataya. Et merci à vous. Monsieur Touré. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.